Nous allons demander à notre collègue, voilà, professeur Michel Germain, de nous parler de l'émergence de la robotique. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues et amis, 1990, c'est le début de la robotique chirurgicale. Raymond Gallon a publié en 1939 son roman Astounding, astucieux, et il décrit un robot totalement autonome, une merveille. La robotique utilise une interface informatique entre le chirurgien et le patient. Voilà ma définition. La NASA, en 1990, réalise le projet Asbot. C'est un petit robot destiné à désamorcer les bombes, à récolter des substances radioactives concentrées et à opérer les astronautes en haute altitude. Mais la commande ne réalisait pas les temps demandés. Projet abandonné, l'armée américaine le réutilise. La société robotique Computer Motion réalise le projet ESOP en 1989 avec un bras. Le bras est commandé vocalement. Up, le bras s'élève, down, le bras diminue. C'est un robot assez volumineux. La société robotique Computer Motion encore réalise le robot Zeus en 1995. Il bénéficie de plusieurs bras. Un bras pour l'éclairage et deux bras opératoires. C'est déjà un immense progrès. Et puis la société Intuitive Surgical rachète tous les fabricants de robots, tous les brevets également, et crée le robot Da Vinci 1995. Et ce robot comporte donc la console visionneuse que l'on visualise ici et le pédalier, importance majeure, qui permet de régler le grossissement, la coagulation, le choix des instruments. Rappelez-vous, il y a 3 instruments et on n'a que 2 mains, et la prise de vue. Il y a une analogie avec l'organisme qui travaille avec ses 2 mains et ses 2 pieds. Le robot Da Vinci, l'assistance opératoire par robot, c'est le présent. Le principe, remplacer le chirurgien par un système robotisé commandé à distance. Le robot Da Vinci est doté d'une vision tridimensionnelle, 2 sources lumineuses, 2 caméras, ce qui permet d'avoir la profondeur de champ. Or, les distances sont très courtes entre la lentille et le champ opératoire, quelques centimètres seulement. C'est fondamental. On dispose de 3 mains et des poignées de télémanipulation extraordinaires. Voilà mon petit laboratoire de robotique avec 3 éléments, la console, la table des instruments et la table d'informatique. La console du robot d'abord avec la visionneuse, le télémanipulateur, le pédalier. Le robot comporte 3 instruments et une caméra. La visionneuse du robot Da Vinci donne l'impression d'être sur place dans le malade. Le télémanipulateur, on commande les instruments grâce à un ergot qui est dirigé par 2 doigts, pouce et index, et l'ensemble est très mobile. Le robot Da Vinci, l'optique, 2 caméras, je n'ai pas de quoi montrer, 2 caméras et 2 lumières froides, qui permet une vision 3D avec préciser la profondeur de champ. Les instruments classiques pour la voix d'abord, je répondrai à une éventuelle question. Les instruments robotiques, 3 instruments fondamentaux. Le Maryland, donc situé en haut, le Progress qui permet de saisir les éléments et l'harmonique qui permet de disséquer en coagulant. Les trocars. Un instrument ne peut servir que 10 fois. Il y a une puce dans l'instrument qui bloque l'instrument. Le constructeur a souhaité exiger
cette demande. Et puis la merveille des merveilles, la main endovriste, réalisée en 1995, outre la vision 3 dimensions dont j'ai parlé, 7 degrés de liberté. Et je rappelle, les degrés de liberté, c'est par analogie au mouvement de la main. Extension, flexion, à droite, à gauche, les mouvements de rotation. La démultiplication est de 6 fois, ce qui permet une précision extraordinaire. Le tremblement est disparu, il est filtré. Le grossissement est de 20 fois. Cela suffit pour ces interventions courantes. La main endovriste, 2 axes, l'axe d'abduction et l'axe de flexion. Remarquez la commande de toutes ces observations, ce sont les poulies et les câbles métalliques inextensibles. Alors, voilà le télémanipulateur du robot. Le télémanipulateur du robot Da Vinci. On commande des ergots avec 2 doigts. Voilà, donc la commande qui va être réalisée. L'ensemble est très mobile. L'installation générale. Voilà mon bloc opératoire. Le chirurgien à sa console, le patient, le robot, l'anesthésiste qui est occupé, l'assistante qui a un rôle fondamental. Et voilà la vue plus générale, avec le chirurgien à sa console, l'anesthésiste, le patient, le robot, l'assistante qui a un rôle fondamental. Un mot, la pince harmonique, elle permet de disséquer et de coaguler. Pour la surveillance du patient, nous exigeons l'électroencéphalogramme et la surveillance cardiaque avec pouls, tension artérielle, les éléments habituels. La disposition des bras du robot Da Vinci nécessite l'absence de conflit des bras. Vous voyez qu'ils sont bien espacés. Si les bras venaient à se heurter, cela entraîne l'arrêt du robot et du temps perdu. Outre ce magnifique robot, nous disposons de l'échographie péropératoire. Quel est l'intérêt? D'une part, voilà la sonde d'échographie. L'intérêt, c'est de distinguer les ganglions métastatiques et les ganglions simplement inflammatoires. Et puis le Doppler qui vérifie la perméabilité des artères, des veines et la perméabilité des anastomoses. Et le Waterflash qui permet c'est un jet d'eau doux qui permet d'aider à la dissection. L'apprentissage. Croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les laboratoires. Ici, c'est l'IRCANTEC à Strasbourg, où j'ai bénéficié d'un non-enseignement théorique, de la manipulation ludique avec les plots. Je n'ai pas de quoi vous montrer tout ça. Et puis, les anastomoses, l'entraînement des microsutures avec les lombriques. Voilà, l'origami, c'est l'art du pliage du papier. Je suis en train de réaliser un petit oiseau avec son bec qui est plié et l'oiseau est terminé là et on déplie ses ailes. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à améliorer mon temps et améliorer la qualité de mes oiseaux avec un long cou, un bec très fin. Voilà, je montre la suture de lombric. Le lombric, c'est le ver de terre. Une fois qu'il est vidé de son contenu, on utilise la paroi du lombric qui a la même consistance que l'artère. Et voici la suture. Je déclenche les ciseaux. Voilà. Nous avons amélioré beaucoup ces technologies de robotique avec en particulier l'exemple de la réimplantation de pattes de porc avec une double équipe. Premier chirurgien réalise l'anastomose artérielle, le deuxième, l'anastomose veineuse et l'anastomose des nerfs. Avec 2 robots Da Vinci, on dispose facilement les 2 robots autour de la table d'opération et chaque robot opère séparément. On ne peut pas utiliser 2 microscopes opératoires car ça prend de la place. On a les avant-bras qui sont étalés. Voilà. Voilà l'amputation de la patte de cochon. Voilà la patte de cochon avec l'os, 2 pédicules vasculaires, humérale profonde et humérale superficielle. Premier geste, c'est stabiliser la pièce opératoire et donc la fixation
par une ostosynthèse. La radio qui montre la bonne place et les sutures vasculaires que je vous montre ici. Le cochon est vivant, bien sûr, et voilà les anastomoses vasculaires qui sont réalisées. La suture est faite les deux parois en même temps pour gagner le temps et on va faire les nœuds. J'insiste et j'exige pour la suture vasculaire, ici une artère de 1,5 mm, réaliser l'anastomose en milieu humide, réaliser à points séparés. Interdiction de pincer les parois. On soulève l'adventice seulement. Et voilà l'anastomose vasculaire réalisée, l'anastomose artérielle, avec 6 points de suture. Les résultats, la suture d'artère, j'utilise du fil 10-0. Un fil passé et noué, c'est une minute. Le fil 11-0 a cet inconvénient de se spiraler et donc d'être moins facile à manipuler. Suture des nerfs ont été correctes. La réimplantation de pâte de porc, on voit le saignement de la pâte. La courbe d'apprentissage est très courte, surtout les chirurgiens qui ont fait de la microchirurgie auparavant. Le robot n'a pas de pouvoir de décision. Et puis, l'autre modalité, elle n'est pas tout à fait récente, elle date de quelques années maintenant, c'est l'enseignement. Il y a ici l'élève au milieu qui réalise une suture vasculaire avec le patient, le robot, l'assistante également, et le maître surveille ce que fait l'élève et il peut l'arrêter, corriger ce qu'il a fait et lui redonner le pouvoir si tout est corrigé. Voilà. Je voudrais rendre hommage au professeur Jacques Maresco, directeur de l'IRCAD à Strasbourg, qui a réalisé il y a 20 ans l'opération Lindbergh. J'explique cette opération. Il était à New York à ce moment-là. Il a opéré une de ses malades qui était à Strasbourg, 5000 km de distance. Et c'était une cholécystectomie, tout ça est bien connu. Suite opératoire parfaite. La transmission a été réalisée par des câbles sous-marins, car on atteignait des temps de transport d'informations tout à fait corrects et valables. La conclusion, je prends la même conclusion que Jules César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. La robotique, c'est le présent. En France, il existe 280 robots d'Avinci qui travaillent. Dans le monde, 8000 robots d'Avinci. D'expérimental, elle est maintenant au stade clinique. Et il y a plus de 3 millions d'opérations par an en Europe, donc chaque année. Merci infiniment de votre attention. Bien, merci de nous avoir rappelé tous ces points d'étape que nous avons vécu les uns les autres en direct avec l'avènement de ce robot, y compris d'ailleurs les résistances que nous avons connues. La vraie révolution était venue juste avant, c'était l'apport de la laparoscopie, c'était l'utilisation donc d'instruments spécifiques. Et c'est vrai que le robot a été l'instrument supérieur qui a permis définitivement à cette révolution de s'installer. Très intéressante. Si vous avez des commentaires ou des questions, oui. Le micro, là à ta gauche. Merci Michel. Tu continues à apprendre, c'est merveilleux. Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est l'utilisation du robot en chirurgie osseuse. Notre ami Bernard de Vauchel à Amiens a expérimenté il n'y a pas très longtemps un robot pour ostéotomie, ce qui présente sur l'os l'avantage d'être programmable. C'est-à-dire qu'on peut numériquement, avant l'intervention, décider, entre guillemets, de son trait d'ostéotomie et le faire réaliser par le robot qui s'appelle Carlo. Voilà, ce robot est disponible, entre guillemets, pour apprentissage et pour exposition à l'Institut Fairfax à Amiens. Mais voilà, je voulais ajouter cette chose-là. On est sur de la chirurgie osseuse et à une époque où on numérise de plus en plus souvent nos interventions de chirurgie osseuse en préopératoire avec le programme, la programmation de guides et de plaques d'ostéosynthèse sur mesure, on a
l'étape suivante, ou plutôt l'étape précédente, qui est celle de la numérisation de l'ostéotomie. Merci de votre remarque qui est extrêmement positive et qui complète un peu ce que j'ai présenté. Bravo. Oui, et qui complète dans la mesure où, effectivement, là, on a affaire à de véritables robots, c'est-à-dire un robot qui va effectuer une tâche du début à la fin. On a appelé, mais vous l'avez rappelé hein, très bien, un peu improprement Da Vinci un robot. En fait, c'est une télémanipulation. On connaît bien la différence. Et des robots, il y en a énormément. Enfin, moi, j'en utilise un lorsque je délivre des ultrasons dans le cancer de prostate. On lui indique de façon numérique ce qu'il doit faire et le robot opère complètement. Mais la révolution robotique a accompagné, bien évidemment, l'arrivée de Da Vinci et du développement du digital. C'est ce qu'on verra également lors du congrès que nous organisons en décembre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question. Voilà, Patrice Le Floch-Pigeon, qui est à l'écran. Bonjour Patrice. Oui, bonjour, bravo pour cette magnifique présentation. Alors ma question est très simple, à quoi sert le robot? Quel est son intérêt? Quelle est son utilité? Alors, l'utilité du robot. Alors, les preuves de l'efficacité du robot. Si vous voulez, je vous aiderai pour la deuxième partie de la réponse. Absolument. Je vais vous répondre très clairement l'intérêt du robot. Voilà. Vous voulez laquelle? Oui, la dernière. Bon, excusez, celle-là? Non, la suivante encore. Voilà. Le tremblement est disparu et on a tous un tremblement physiologique. Pas de transmission des maladies. Le chirurgien est à 3 mètres du malade, HIV et hépatite. Les gestes très fins, je l'expliquais, les 7 degrés de liberté, le grossissement 20 fois, c'est suffisant pour ce qu'on fait. Opérer à grande distance, Jacques Maresco l'a montré, de New York à l'Europe. Prendre la main, le maître et l'élève. Imaginez, ça peut être l'objet d'un complément, la chirurgie à distance du patient pour aider et le confort du chirurgien également. Je vois ces principaux intérêts-là, dont le tremblement est une chose vraiment oubliée pour nous. Voilà. Je me permettrai, si vous voulez, d'en ajouter. En fait, c'est vrai que le tremblement par rapport à la laparoscopie, sur la célioscopie, ce qu'on appelait à l'époque la célioscopie simple, c'est vrai que le progrès est réel. Il y a également moindre d'hémorragie, qui est aussi un avantage de la laparoscopie, mais du fait de la possibilité de gestes dans tous les plans, on va, par exemple, pour les néphrectomies partielles en chirurgie urologique, dans des zones où parfois on irait même difficilement en ouvrant largement avec la main. C'est-à-dire qu'il permet la réalisation d'interventions que d'autres techniques ne permettent pas, en tout cas que ne permettait sûrement pas la laparoscopie qui faisait des néphrectomies partielles simples. Le robot a permis une chirurgie très sophistiquée et à moindre frais pour le patient, avec une excellente tolérance de la chirurgie lourde. Donc l'apport du robot aujourd'hui est indéniable. Bien sûr, les études randomisées prospectivement pour qu'il puisse s'imposer définitivement, et la HAS utilise encore cet argument pour ne pas reconnaître la spécificité du robot. On commence à le faire pour la chirurgie rénale, qui est marquée spécifiquement maintenant. On pourra démontrer tout l'intérêt du robot. Il y a aussi les évolutions actuelles de la robotique chirurgicale, puisque en particulier nos partenaires CMR, Cambridge Medical Research ou System, a permis l'avènement d'un nouveau robot qui résout un certain nombre de problèmes que vous avez soulignés, les problèmes de conflit liés au fait qu'il y a finalement un seul socle avec ses 4 bras. Dans le système proposé par nos amis anglais, en fait, il y a quatre socles avec 4 bras séparés, qui permet en outre un passage plus facile de la célioscopie habituelle à la robotique, puisqu'on ne change pas les repères. On pourrait en discuter, on va peut-être pas s'étendre, mais la robotique évolue beaucoup. La société Medtronic présente Hugo, actuellement, qui est également un nouveau robot, donc forcément, les choses ne sont pas définitives. Et ça, on connaît bien ça en chirurgie. Merci de ce compliment. Merci. Je prolonge un tout petit peu en disant la sortie précoce des malades. Oui, après, bien par sûr, exemple, prostatectomie pour cancer, le malade sur le lendemain
Même en ambulatoire aujourd'hui. Oui, il y a des interventions ambulatoires. C'est le progrès, et vous l'avez raison, le robot, et vous avez raison de souligner, a été un progrès immense pour la chirurgie. En fait, ils arrivent quand, les robots? Parce que, d'abord, bravo pour ta communication, mais nous parlons de choses un peu différentes. Le robot, finalement, c'est un terme pour l'instant qui est assez générique. Quand tu nous parles de l'ISOPS, ça n'est rien d'autre que de la commande vocale qu'on utilise sur notre portable tous les jours, dans notre vie courante. Bon, c'est pas un appareil qui fait tout seul les choses. Il répond à une commande. Bon. Et Da Vinci, je ne discute pas tous les avantages qu'il apporte et que tu as très bien démontré, mais ça reste un télémanipulateur. Et donc, on va probablement entrer dans une nouvelle ère un jour où c'est l'appareil qui va faire l'opération. Et le chirurgien ne sera là que pour contrôler que ça dérape pas, un peu comme dans les avions. Mais ça n'est pas encore de la robotique, au sens propre du mot, tel qu'on l'entend dans l'industrie, ou qu'on l'utilise tout le temps dans l'industrie, ou maintenant dans la restauration de temps en temps, ou des choses comme ça. Mais on en a des robots pour ça. On a des robots peut-être celui qu'on vient d'évoquer en orthopédie, où là, c'est programmé et ça fait le job. Le robot Focal One qu'on utilise pour les ultrasons, quand tu programmé, il fait le travail. Mais quand tu fais les transplantations rénales robot, c'est toi qui fais. C'est toi qui manipule. Ah oui, c'est une télémanipulation. Voilà. Oui, voilà. La ça que je veux dire. La suture ne n'est pas toute seule. Voilà. Absolument. Ouais. Donc c'est une extension. Alors c'est un terme un peu générique et qui mérite qui méritera dans l'avenir d'être plus sérieux. C'est une collaboration entre l'humain et le robot. Je crois qu'on appelle ça la cobotique. Je crois. Alors notre ami Hudson Nakamura, qui est au Brésil. Alors, il nous a fait une remarque un petit peu décalée, c'est sans doute le délai pour que ça arrive chez nous, concernant le décès donc d'Henri II, puisque c'était au moment de ce coup de lance dans l'exercice qui nous a été montré et qui suggérait, et je pense que ça a été cité déjà, qu'il soit décédé d'une infection de l'œil. Voilà. Et je crois que oui, c'est ça, une infection ophtalmologique. Alors oui, Hudson est ophtalmologue, c'est ça, absolument. Donc c'est une bonne. Ah oui. Voilà à l'écran. Et donc Hudson, tu voulais nous faire aussi ou poser une question sur la robotique, sur le robot. Ah oui. On ne reviendra pas sur la communication. Bien sûr, merci beaucoup. Jean-Pierre est là pour confirmer. Et nous savons que l'ophtalmologie, dans le cadre de l'ophtalmologie et de la chirurgie de rétine, la chirurgie vitro-rétinienne, nous avons déjà une perfection de voir les images dans les 3D, 3 dimensions, avec les systèmes Ingenuity et d'autres systèmes, où nous faisons la chirurgie de rétine pour la membrane vitro-rétinienne avec les petites appareils pour voir. Nous voyons les images. Ce qui est très important pour moi, je pense, est avoir la sensibilité d'avoir, de toucher la rétine et voir en même temps les images et faire de la chirurgie. Alors, je ne sais pas si la chirurgie robotique pour la chirurgie vitro-rétinienne pourrait aider beaucoup, parce que nous avons déjà très avancé dans la rétine vitro-rétinienne et le système 3D. Mais c'est très, très intéressant, je pense que pour la chirurgie générale. Merci de cette remarque très intéressante et merci de nous montrer ces belles images de France, de Giverny, si je ne me trompe pas. Eh bien, on vous remercie pour cette présentation.